L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat avec Perrine Tarnot. Bonjour. Nous recevons ce matin Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Bonjour. Sénateur du territoire de Belfort, président d'honneur du mouvement républicain et citoyen, et vous venez d'être nommé représentant spécial de la France en Russie. Alors on va commencer par le congrès du Parti socialiste qui s'est refermé ce week-end à Toulouse. L'occasion pour Jean-Marc Ayrault de se requinquer, on peut le dire, auprès des militants, après les vives critiques dont il a fait l'objet ces dernières semaines. Marty Daubry, qui a été, on le disait tout à l'heure, très applaudi par les militants, a dit « Arrêtons nous-mêmes de créer des difficultés ». Est-ce que vous êtes d'accord avec son diagnostic? Tout à fait, c'est un bon congrès, en ce sens que c'est le premier congrès qui intervient après l'élection de François Hollande. J'ai une certaine expérience, je me souviens du congrès de Valence, en 1981. On peut dire que ce n'avait pas été une réussite, car la plupart des orateurs, pas tous, mais la plupart, s'étaient exprimés comme s'ils n'étaient pas déjà au gouvernement, et comme s'ils étaient restés dans l'opposition. Et je pense qu'un parti de gouvernement doit s'exprimer en parlant à la France, en parlant des problèmes qui se posent au pays et que celui-ci doit résoudre. J'aurais aimé même qu'on parle davantage des problèmes de compétitivité, qui sont des problèmes réels. Mais quand elle dit « arrêtons nous-mêmes de créer des difficultés », elle a tout à fait raison. Vous trouvez que le gouvernement Ayrault a fait quelques erreurs là, depuis ces quelques mois? C'est du détail. Vous savez, il y a toujours des erreurs, des petites erreurs. On a reproché à Jean-Marc Ayrault d'avoir dit finalement la vérité en anticipant de quelques heures une décision que le Conseil constitutionnel devait rendre publique. Bon, ça c'est des petits couacs, ça ne va pas très loin, et il n'y a pas lieu de nourrir le tintamarre. C'est une conception déplaisante de la politique. Oui, mais... La politique doit parler des problèmes de fond. On doit s'adresser au pays, lui faire prendre conscience de ce que sont ses intérêts fondamentaux. Mais justement, Jean-Pierre Chevènement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on manque un petit peu de visibilité, de lisibilité sur l'action gouvernementale? C'est ce que peuvent reprocher au gouvernement certains ténors à gauche, je pense chez les Verts, je pense au Front de gauche par exemple. Mais écoutez, le gouvernement tient un certain nombre d'engagements pris par François Hollande. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile à accepter, l'augmentation des impôts, mais il s'agit de réduire la dette de la France, en tout cas le déficit pour commencer. Et les impôts, évidemment, c'est toujours douloureux, mais ce que fait le gouvernement, c'est d'essayer de partager mieux l'effort entre les Français en demandant aux plus riches une contribution qui est proportionnelle justement à leur richesse. Donc vous validez la politique gouvernementale pour l'instant, aucun bémol, aucun carton rouge? Écoutez, je n'ai pas pris position pour le traité budgétaire européen, parce que je pense qu'on se trompe sur l'analyse de la crise de l'euro. Ce n'est pas une crise de la dette, c'est une crise de la compétitivité et des divergences de compétitivité entre les 17 pays qui forment la zone euro. Donc on a voulu rassembler sous le toit d'une monnaie unique 17 économies hétérogènes. Donc je pense que ça, c'est une analyse que ne partagent pas tous ceux qui pensent que la réduction de la dette est le mot de passe. Je constate que les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon sont beaucoup plus endettés que les pays de la zone euro. Donc sur ce plan-là, je garde les analyses qui sont les miennes depuis 1992. Oui, vous ne variez pas sur ce sujet. Et le mouvement républicain et citoyen tient bon sur cette ligne qui est juste. D'ailleurs, on retrouve le problème de la compétitivité par un autre biais, puisque le rapport gallois doit être remis au président de la République ou au chef du gouvernement, le 5 novembre. Donc, à partir de là, on aura une base solide, publique, pour parler de la manière dont on peut redresser la situation du pays. Je vous rappelle que depuis l'an 2000, notre déficit commercial ne cesse de croître. Nous étions à l'équilibre en 2000, depuis 12 ans, nous sommes passés progressivement à 70 milliards de déficit, tandis que l'Allemagne a 158 milliards d'excédent. Est-ce que vous reprenez, à votre compte, cet appel de Pierre Moscovici qui dit à Toulouse aux socialistes, il faut assumer d'être aux côtés des entreprises. Quand vous voyez cet appel dans le journal du dimanche de 98 patrons de grandes entreprises françaises qui souhaitent que le gouvernement aille plus loin sur la réduction des charges, est-ce que vous dites oui, il faut aller plus loin effectivement sur cette question? Je dis que oui.
il faut résoudre ce problème de compétitivité des entreprises françaises. Mais comment alors? Alors, je vous signale qu'on peut contester qu'il y a un problème de compétitivité. Certains Oui. à gauche le contestent. Mais je vois la dégradation de nos parts de marché. Nous étions à 7%, nous sommes à 3, quelque chose. Hein. Nous avons des prix qui ne sont pas rémunérateurs pour nos entreprises, dont les marges d'exploitation sont 4 fois inférieures aux entreprises allemandes. Donc l'investissement, la recherche, l'innovation, tout cela en dépend. Alors, si Et on en vous suit même temps, bien, la Jean-Pierre part de Chevènement, l'industrie, je parle Oui. en connaissance de cause, j'ai été ministre de l'Industrie, elle est tombée, pour les industries manufacturières, à 10% de la valeur ajoutée. En Allemagne, 22%. Il y a un problème de coût du travail. Donc il y a un problème, pas seulement du coût du travail. il y a Mais un vous êtes problème- plutôt partisan alors d'un choc de compétitivité, alors qu'on a l'impression que François Hollande, lui, il veut plutôt se fixer un cap à moyen, long terme et prendre un peu son temps François pour faire ses Hollande a réformes. parlé de pacte de compétitivité. Mhm. Moi, je comprends ce langage parce que il faut faire partager le diagnostic à l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Il faut que le patronat, bien sûr, mais aussi les syndicats comprennent ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la capacité pour l'économie française de croître à nouveau, de regagner des parts de marché à l'exportation, d'être en quelque sorte une économie attractive parmi toutes les autres, ce que nous ne sommes plus. Je Ouais. vois la Russie. Nous Ouais. sommes derrière l'Italie pour les exportations Ouais. sur la Russie. Mais on voit que le patronat s'impatiente. Cet appel hier dans le journal du dimanche de 98 On n'a pas encore patrons. lu le rapport gallois. On ne le connaît que par des fuites dans la presse. Mais concédez Donc, quand même que le un peu de gouvernement patience. a eu un petit peu de mal à gérer ce dossier. Dans Le Monde, il y a quelques semaines, l'Élysée fait fuiter l'idée d'une hausse de la CSG en compensation d'allègement de charges de à peu près 30 milliards. Ensuite, les ministres, ils vont chacun de leur petite musique. Finalement, François Hollande parle de pacte de compétitivité, non plus de choc. On a eu quand même pas mal d'atermoiements qui viennent du gouvernement, de l'Élysée. C'est normal, ça, dans une démocratie, chacun a son idée. Moi, par exemple, je considère que c'est à tort qu'on a repoussé la TVA. La TVA est un impôt qui est remboursé à l'exportation. Donc il fallait maintenir la Et réforme qui- et votée qui- par Nicolas Sarkozy et qui son pèse gouvernement. sur Il l'importation. fallait maintenir la Non, TVA mais vous sociale. donnez tout de suite la connotation politique, permettez-moi de vous le dire, péjorative à mes yeux. Parce que le problème, il est un problème de fond. Oui, mais cette réforme avait Hein. été votée par le précédent gouvernement. Elle a Est-ce été qu'il votée fallait quand il était trop la tard. maintenir Parce que Mais le est-ce qu'il fallait précédent la gouvernement, supprimer mais le précédent gouvernement pouvait le faire. En 2007, il s'en est laissé dissuader pour des raisons qui m'échappent un petit peu. Je vois qu'aujourd'hui, M. Fillon réclame l'augmentation du durée du travail, mais il avait 5 ans pour le faire. Donc le gouvernement précédent, il a l'esprit d'escalier. Il a, comme on dit, il a beaucoup de bonnes idées, mais quand il est trop tard. Mais quand c'est trop tard, est-ce qu'il faut malgré tout supprimer cette réforme si Eh elle est bien, ceux nécessaire qui sont au gouvernement doivent maintenant assumer les intérêts de la France et de l'économie française. Et je dis que un panachage de TVA, de CSG, d'autres impôts peut-être, peut être un moyen de Ça a été soulager repoussé pourtant pour l'instant. les entreprises qui doivent par payer l'actuel des gouvernement. cotisations patronales ou sociales. Alors comment, tout le problème est comment peut-on administrer un surcroît de compétitivité? Je ne veux pas parler de choc, parce que les chocs, ça marche ou ça ne marche pas. Choc électrique, par exemple, Tout dépend de l'état du malade. ça dépend de l'état du malade. Vous pouvez subir une quinzaine de chocs électriques sans résultat. Finalement, la méthode douce, le massage cardiaque, j'en parle d'expérience, est finalement plus efficace. Donc, François Hollande ne veut pas choquer inutilement le malade. Et la question, je le répète, est comment peut-on détaxer les entreprises des cotisations patronales et sociales de sécurité sociale sans porter atteinte par ailleurs à la demande au pouvoir par des d'achat impôts de substitution. La seule réponse, c'est en dopant les exportations. Jean-Pierre C'est pour ça Chevènement. que je reviens à la TVA. La TVA n'était pas une aussi mauvaise idée qu'on l'a dit et qu'on l'a cru. Jean-Pierre Chevènement, un mot maintenant peut-être des réformes sociales de société voulues par le gouvernement. Le droit de vote des étrangers, on voit qu'il risque de ne pas être voté avant les élections municipales de 2014. C'est un sujet qui embarrasse visiblement au sein du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument honorer cette promesse de François Hollande? Je pense qu'il faut toujours se poser le problème de savoir quel est le but qu'on vise. Le but, c'est l'intégration.
c'est de faire en sorte que les étrangers qui sont admis sur le territoire français puissent exercer leurs droits de citoyens, mais la meilleure manière de le faire, c'est encore en leur donnant la nationalité française, s'ils la demandent, car évidemment, s'ils ne la demandent pas, on ne va pas la leur donner. Mais je pense que la citoyenneté est un ensemble de droits qu'il est très difficile de découper en tranches. Parce que la citoyenneté implique la vue d'ensemble. Le citoyen, parcelle du souverain, doit se déterminer en fonction de considérations d'ensemble, pas seulement en fonction de considérations locales. Donc, moi, personnellement, je suis plus favorable à ce que fait Manuel Valls, c'est-à-dire assouplir les critères de naturalisation, faciliter l'accès à la nationalité française. Et donc, renoncer à cette promesse, ça vous semblerait une bonne idée de droit de vote des étrangers? S'il n'y a pas de toute façon de majorité pour voter une réforme constitutionnelle, il vaut mieux parvenir au but qu'on se fixe par une autre voie. Mais il y a plusieurs membres du gouvernement ou de la gauche qui dénoncent éventuellement cet enterrement de première classe. C'est pas un enterrement parce que le gouvernement précédent, M. Guéant par exemple, avait très clairement explicité une volonté politique qui était de réduire la possibilité de naturalisation. Et je parle du droit de vote des étrangers, c'est quand même une promesse de... Mais la naturalisation donne le droit de vote. Oui, mais c'est pas comme ça que ça avait été présenté par le président. Mais c'est parce que beaucoup de socialistes, et je m'en souviens parce que c'était une proposition faite déjà par François Mitterrand en 1981, pensaient que ce serait le meilleur moyen d'intégrer les étrangers à la vie sociale et politique française. Est-ce que effectivement, c'est toujours le cas. Est-ce qu'au contraire, on ne va pas favoriser des bouffées de communautarisme ici ou là? Vous rejoignez en cela la position de l'UMP? Non, j'ai développé ces positions il y a déjà quelques années. Je vous renvoie à un livre, Sortir la France de l'impasse, qui date de septembre 2011 d'ailleurs, où j'expose le problème. Je dis qu'il faut choisir. Bon, le gouvernement et sa majorité choisiront. Mais justement, sur l'ensemble de ces réformes de société, le droit de vote des étrangers qu'on vient d'aborder, mais également la limitation du cumul des mandats ou le mariage pour tous, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut attendre pour lancer ces réformes qui peuvent être explosives sur le plan politique et faire passer d'abord les réformes structurelles, économiques, sociales? Oui, je crois que la priorité est aux questions économiques et sociales, et que les questions sociétales, si importantes soient-elles, ne doivent pas occulter les problèmes de fond, c'est-à-dire un chômage à 10%, une compétitivité en berne, des parts de marché en réduction, une industrie qui fiche le camp. Je pense qu'il faut restaurer ce qu'on appelle le site de production France. Regardez ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne, outre qu'elle a, je dirais, une tradition industrielle qui n'est pas la nôtre, malheureusement, elle a procédé à une déflation salariale, elle a réduit les avantages de l'État-providence, il faut le dire, M. Schröder. Il a divisé par 2 la durée de l'indemnisation du chômage. Et surtout, elle a amené les partenaires sociaux, les syndicats et le patronat à trouver des formules, par exemple conserver les employés dans l'entreprise plutôt que les mettre au chômage. Et je pense que cette voie-là devrait guider le gouvernement pour réduire les effectifs des plans sociaux qui se multiplient. Jean-Pierre Chevènement, dernière question, parce qu'on arrive au terme de cette interview. Vous avez été nommé représentant du ministre des Affaires étrangères pour la Russie. Quel va être exactement le cadre de votre mission? Écoutez, j'attends qu'on me le fixe, puisque je n'ai pas encore ma lettre de mission, mais il y a beaucoup à faire par rapport à la Russie, qui est un grand pays, un très grand pays, même le plus grand du monde, dont le relèvement est impressionnant. Je dirais qu'après la période de M. Yeltsin, il y a eu un relèvement économique absolument fabuleux, de 300 à 10%. Même si sur le plan politique, ça reste assez tendu. Oui, mais il faut voir les choses vis-à-vis des opposants. Alors, la stabilité du régime n'est pas en cause. M. Poutine a été élu par 63% des voix et personne ne conteste qu'il ait été élu démocratiquement, même s'il y a des contestations ici et là. Naturellement, il faut prêter attention à ce qui peut être amélioré. Mais je dirais que la Russie, c'est un marché très important
sur lequel la France doit faire mieux. Nous exportons moins de 10 milliards d'euros par an, moins que l'Allemagne, 3 fois moins que l'Allemagne, moins que l'Italie. C'est à tout cela qu'il faut remédier dans le cadre de la diplomatie économique définie par le président de la République et par le ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement d'être venu ce matin sur le plateau de Public Sénat et sur Radio Classique. Très bonne journée à tous. Merci.